de Bouzguel. Donc, Abredenker, l'association culturelle Fiawinin Bouzguel s'est vue interdite de tenir un café littéraire que devait présenter Hiba. Malheureusement, cette fois-ci, les autorités administratives qui se sont acharnées pour interdire la conférence, mais aussi le maire, il a osé dégager, vider la salle des chaises qu'il y avait pour les laisser en fin de compte tenir leur conférence malgré eux à même pardon. Donc, SDL Sanoukes réitère sa dénonciation et appelle à la mobilisation et à la sagesse parce que ce ne sont que des provocations. Ne répondons pas aux provocations, essayons de maintenir notre cap, essayons d'être à la hauteur de notre engagement. Donc, Fisnef, c'est la salle dans laquelle nous sommes. La salle, elle est affectée à une association sportive pour faire de la gymnastique. Et nous sommes le théâtre, les cafés littéraires, on se retrouve dans l'obligation alors que normalement c'est un centre culturel, il doit être destiné exclusivement à la culture. Là aussi, notre maire a failli. C'est une association qui est domiciliée du CSP, elle doit rester que le CSP, elle n'en a rien à foutre du centre culturel. Donc, nous dénonçons aussi cet état de fait et nous appelons l'ensemble des citoyens à être solidaires, à s'associer à nous pour justement essayer de mettre fin à ce genre de pratiques qui n'ont aucun sens, malheureusement. Donc sinon, on revient à notre sujet. Donc, comme chaque samedi, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Linda Schwitten pour justement un autre café littéraire. Linda Schwitten est une enseignante d'anglais à l'université de Boumerdès. En 2009, elle avait obtenu une bourse du gouvernement irlandais pour préparer un doctorat en littérature anglaise. Pendant 3 ans, elle avait fait une thèse, justement, sur Isabelle Eberhardt, et puis qu'elle a publié. Elle a publié aussi un ouvrage collectif sur l'autorité. Et puis, en 2017, elle a publié son roman, son premier roman, intitulé « Pauvres cheveux », justement, qu'elle vient nous présenter aujourd'hui. Donc, « Pauvres cheveux » est un roman. D'après ce que nous avons lu, c'est un roman non seulement littéraire, mais aussi philosophique. J'espère que nous allons débattre justement de cette philosophie de l'absurde, si j'ose bien comprendre les interprétations de certains. Donc, sans plus tarder, je passe d'abord la parole et maintenant Fawzi pour un mot, et puis on passe. Comme d'habitude, vous les présents. Avec vous, ça nous fait plaisir. On a le courage de continuer de faire des conférences à travers plusieurs écrivains et d'autres thématiques. Donc c'est encourageant. Donc on va passer la parole à madame. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Alors, je voudrais dire à quel point je suis heureuse et honorée d'être parmi vous ce soir.
Je voudrais remercier les invités, les organisateurs de m'avoir invité, les organisateurs du café littéraire de m'avoir invité. Je voudrais remercier l'assistance. Vraiment, ça fait quelque chose d'être ici, dans cet endroit-là qui est devenu le café littéraire le plus connu d'Algérie, et qui est en quelque sorte entré dans l'histoire un certain juillet, quand les gens ont refusé de plier à ceux qui voudraient censurer la culture et qui ont manifesté pour que leur café littéraire soit maintenu. Voilà, donc merci vraiment. Donc je suis ici parmi vous pour vous parler de mon roman, de mon tout premier roman qui s'intitule Le roman des pauvres cheveux. Voilà, alors le titre de ce roman-là doit vous sembler un petit peu bizarre, Le roman des pauvres cheveux, un titre un petit peu insolite, alors qui se justifie par le fait qu'il s'agit justement d'une histoire de cheveux. Fait assez original, donc il s'agit d'une histoire de cheveux, c'est-à-dire que les narrateurs principaux dans ce roman-là sont des petites mèches de cheveux, des cheveux qui racontent l'histoire, qui racontent leurs aventures à eux et les aventures de personnages humains. Et donc je vais commencer par vous donner un petit résumé du roman là, justement, et ensuite je vais passer à parler, à la structure du roman, au cadre spatio-temporel, je vais parler un petit peu de l'originalité du roman, et si le temps me le permet, éventuellement parler des personnages féminins. J'insiste sur cet aspect-là du roman, les personnages féminins et la condition féminine telle que décrite dans le roman. Donc, alors, il faut bien sûr garder en tête que dans ce roman-là, il y a l'histoire des cheveux d'un côté et il y a l'histoire des personnages humains. Donc les cheveux dans le roman sont traqués, martyrisés, maltraités tout le temps, soit par des ciseaux, soit par des bigoudis, ou alors quelquefois ils sont arrachés lors d'un crépage de chignon, ils tombent dans des soupes brûlantes et ils perdent leurs racines. Voilà, parce qu'ils se retrouvent hors de leur village. C'est ce qu'on appelle un village. Les villages, c'est les têtes dont ces cheveux sont issus. Et voilà. Et donc cette chute-là, quand ils tombent de leur tête, quand ils tombent de leur village, quand ils s'en vont de leur village, cette chute-là les embarque dans une série d'aventures picaresques. Ils sont constamment pourchassés, alors ils se retrouvent d'abord dans un magasin chic, ensuite dans une cage d'escalier, ensuite près d'une poubelle, et ainsi de suite. Et là où ils vont, ils sont indésirables, ils n'inspirent que mépris et dégoût, ils doivent se cacher constamment. Voilà. Mais en même temps, ces aventures-là les rapprochent et ils deviennent amis, ils se mettent à raconter tout ce qui leur est arrivé avant qu'ils ne tombent, justement. Toutes leurs souffrances, voilà, des souffrances infligées par les êtres humains. Donc, par exemple, le pauvre cheveu, qui est le personnage capillaire, c'est comme ça que je les appelle, c'est-à-dire le cheveu principal, il raconte comment son propriétaire avait l'habitude de massacrer son village qui s'appelle Irfoussoudals. Bien sûr, Irfoussoudals veut dire tête d'Outoudalt, parce que la personne, le propriétaire, entre guillemets, de ce cheveu, s'appelle Outoudalt, et donc sa tête s'appelle Irfoussoudals. Voilà. Et donc le village dont le personnage principal, qui est un cheveu, est originaire, s'appelle Irfoussoudalt. Et il raconte tout ce qui leur est arrivé au moment où il séjournait encore à Irfoussoudalt. Il raconte par exemple comment Outoudalt donc massacrait tout le temps son village, sa tête. Il massacrait, c'est-à-dire quand il parle de massacre, il parle de toutes les fois où Outoudalt a été chez le coiffeur pour se raser les cheveux, pour se faire une coupe, etc. Et son ami Anzad, un autre cheveu, raconte quant à lui comment il s'est retrouvé dans une chaussure, parce qu'en fait c'était dans un salon de coiffure. Il vient de la tête à Taous, de Chouchan Taous plus exactement, un village qui s'appelle Chouchan Taous. Donc sa propriétaire Taous est dans un salon de coiffure parce c'est le jour de ses noces, elle devait se marier. Il cherche à fuir, il ne veut pas continuer à vivre dans cette tête-là, sur cette tête-là, et donc il cherche à fuir, il cause des difficultés à la coiffeuse, qui finit par le couper, et il tombe dans une chaussure. Il se trouve que la dame qui portait la chaussure devait prendre l'avion et aller en France, et c'est comme ça qu'il voyage lui aussi, que ce cheveu-là, Anzad, voyage et s'en va en France lui aussi, et ainsi de suite. Il y a plein d'histoires de cheveux de ce genre que je n'aurai malheureusement pas le temps de raconter toutes.
Mais il va de soi que toutes ces aventures-là, bien sûr, elles prêtent à sourire, bien évidemment. Je vois certains parmi vous sourire, ce qui n'est pas étonnant. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que ces histoires-là sont allégoriques. C'est-à-dire qu'il y a une dimension symbolique derrière. Le destin de ces pauvres cheveux-là, donc d'où le titre du roman, qui passent leur temps à se cacher, à fuir, qui sont pourchassés, etc. Donc leur destin est similaire au destin de tous ceux qui doivent s'éloigner de leurs racines pour vivre. Je pense aux émigrés, aux exilés par exemple, de tous les laissés pour compte, de tous ceux qu'on opprime, de tous ceux qu'on méprise. Voilà, c'est ce que le destin de ces pauvres cheveux-là représente. Ça, c'est en ce qui concerne les cheveux. Mais bien sûr, il y a aussi à côté de ça une trame plus classique, c'est-à-dire qu'il y a des personnages humains aussi, une intrigue plus traditionnelle, donc comme je viens de le dire. Alors il y a d'abord Outudert, que je viens de mentionner, qui est un personnage de raté, qui somme longtemps à Femdit, la ville fictive où se déroulent les événements, sa ville natale donc, et qui se cherche, et donc pendant qu'il se cherche, il passe par une période de fanatisme religieux. Voilà. Bien sûr, dans le roman, le cheveu ne dit pas qu'il passe par le fanatisme religieux. Ce terme-là n'est jamais utilisé dans le roman, parce que c'est un cheveu qui parle, et il ne sait pas ce que ça veut dire fanatisme religieux. Il raconte les choses de son point de vue de cheveu. Voilà. Donc, au lieu de dire que Outudert est devenu un fanatique, il nous dit que Outudert est passé par une période hirsute. C'est-à-dire qu'il avait les poils qui allaient dans tous les sens, sa barbe qui allait dans tous les sens, etc. Et donc, c'est au lecteur, quand on parle de barbe, quand on parle d'hirsutisme, c'est au lecteur que de comprendre, bien sûr, quand on parle de ceux qui ont des barbes hirsutes, on comprend tout de suite de qui il s'agit. Mais le mot fanatisme religieux n'est jamais prononcé dans le roman. Et c'est ainsi à travers tout le roman. C'est-à-dire que les choses ne sont jamais dites de façon explicite, tout est sous-entendu, tout est allégorique. Bon, avant cette période, Outudert, donc, fréquentait une jolie jeune femme qui s'appelait Taous, prénommée Taous. Mais bon, au bout d'un moment, il ne veut plus d'elle, je reparlerai peut-être de ça plus tard, il la laisse tomber et il fait croire à son entourage qu'elle l'a laissé tomber, qu'elle l'a plaqué pour un homme riche, alors que c'est lui qui la laisse tomber en réalité. Et Taous se laisse consoler par une collègue qui s'appelle Fouzia. Cette collègue-là l'amène à la capitale dite blanche, qui n'est autre qu'Alger, mais encore une fois, Alger n'est jamais cité nommément dans le roman. Donc, elle l'amène à la capitale et elle l'aide à écouler des perruques. Parce qu'en fait, cette Fouzia, cette aimable collègue, était auparavant impliquée dans un trafic de perruques. Et Taous se retrouve malgré elle mêlée à ce trafic de perruques dans la capitale. Intervient ensuite le frère de Taous, Qada Aidhand, qui découvre que sa sœur s'est fait avoir justement, qu'elle s'est fait manipuler, qu'elle s'est impliquée malgré elle dans ce trafic de perruques, et il décide de relancer l'enquête afin de condamner cette Fouzia-là, la collègue en question, et aussi un certain Gadabé, qui est un maire influent qui cherche à devenir député, et qui est bien sûr le complice de Fouzia dans ce trafic de perruques-là. Entre-temps, la pauvre Taous est mariée contre son gré à un faux dévot qui l'oblige à se voiler et qui finit par la négliger totalement. Le maire dont on cherchait à se venger, dont le frère de Taous cherchait à se venger, c'est lui qui se venge finalement, puisque Qada, le frère de Taous, meurt dans des circonstances obscures. Officiellement, il s'agit d'un suicide, mais il est évident que ce n'est pas un suicide, que c'est un meurtre divisé en suicide. Et donc, il y a un autre personnage qui s'appelle Louisa Sissin, la fiancée de Qada, qui cherche à révéler la vérité, qui cherche à révéler qu'il s'agit d'un meurtre et non pas d'un suicide. Mais à son tour, elle est intimidée, elle est menacée, et donc elle finit par baisser les bras et elle s'installe en France. Elle fuit, elle s'installe en France, voilà. Et on la retrouve vers la fin du roman avec l'agréable compagnie d'un certain Saïd Latamen. Ce Saïd Latamen est en fait que le faux dévot qui est le mari de Taous, c'est-à-dire le mari qui est supposé être un monsieur très religieux, etc. Mais pendant qu'il joue au religieux auprès de sa femme, et cela ne l'empêche pas de jouer aux audiqueurs donc auprès d'une autre dame en France. Voilà, donc il y a des tas d'histoires qui s'imbriquent l'une dans l'autre, etc. Je ne peux pas les raconter toutes. Je peux juste dire qu'à la fin du roman est triste, puisqu'on retrouve Outudert, sale, mal habillé, fouillant dans les poubelles parisiennes. Et ses cheveux, bien sûr, puisqu'il faut toujours passer par les cheveux, tout passe par les cheveux. Ses cheveux, surtout, sont tristes à voir, ils sont sales, ils sont négligés et ils sont attachés. Et bien sûr, le fait que les cheveux soient attachés, là aussi, c'est une allégorie de la liberté opprimée, etc. Là aussi, c'est symbolique. Voilà en ce qui concerne donc le résumé. Donc, en ce qui concerne la structure du roman,
Le roman est divisé en 3 parties. Donc, Irfutudert, la première partie s'intitule Irfutudert. Ensuite, il y a l'histoire d'Anzad et ensuite Rencontre. La première partie est épisodique, c'est-à-dire que nous avons là le personnage principal, Pauvre Cheveux, qui nous raconte tout ce qu'il a subi avant sa chute, pendant qu'il était encore à Irfutudert. Souvenez-vous, Irfutudert, c'est le nom du village de la tête d'Utudert. Voilà. Et il nous raconte donc la terreur subie lors du passage chez le coiffeur, les élections qu'il y a eu à Irhof, puisqu'il y a eu des élections, des comités de soutien et tout ça. Bon, je ne peux pas tout dire. Et ça se termine, cette première partie-là se termine au moment où il tombe dans la soupe. Et ça, là, parce que c'est là que les aventures commencent. Pauvre Cheveux tombe dans la soupe d'une dame élégante, parce que Utudert, après avoir rompu avec Taous, part s'installer en France. Et là, quand il commence à travailler dans un restaurant chic. Et c'est là que Pauvre Cheveux, un de ses cheveux, tombe dans la soupe. C'est le scandale, il est viré du restaurant, etc. Et les aventures commencent par Pauvre Cheveux. Commence donc le deuxième livre, puisque là, il fait la rencontre d'Anzad. Au moment où il est jeté comme un moins que rien de ce restaurant chic, il fait la connaissance d'un autre cheveu déchu, comme il dit, c'est Anzad. Et Anzad vient de la tête de Taous, qui était l'ancienne copine, l'ancienne amie justement de Utudert. Et il raconte comment tout un tas d'aventures, il raconte comment cette Taous-là a décidé de les jeter tous en prison. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit Taous nous a jetés en prison? Les cheveux jetés en prison, ça veut dire le foulard, tout simplement. Donc il raconte comment est-ce que Taous a décidé de se voiler, de les négliger, etc. Voilà. Donc en racontant les souffrances des cheveux, on attire l'attention du lecteur, s'il vous plaît. On attire l'attention du lecteur sur un certain nombre de thèmes importants, donc en l'occurrence l'islamisme religieux, le voile, mais comme on a dit, il y a aussi des manigances de politicards, par exemple le maire qui a assassiné un jeune policier qui essaie d'enquêter sur un trafic, etc. Il y a des phénomènes de société. Et puis il y a aussi une réflexion sur la condition universelle, comme je viens de le dire, la condition humaine, puisqu'on traite de mépris, on traite de thèmes comme la liberté, ce sont des thèmes qu'on retrouve, qui sont valables à toutes les époques, dans toutes les sociétés. Donc dans cette deuxième partie-là, donc l'histoire d'Anzad, c'est là qu'on rencontre le personnage de Fouzia, de Saïd Latem, etc., des tas de personnages dont les destins ne sont pas encore clairs. C'est-à-dire on retrouve ces personnages-là, mais on ne sait pas exactement ce qui va leur arriver, comment ils vont finir. Et tout le dénouement, bien sûr, arrive dans la troisième partie qui s'intitule Rencontre. C'est là qu'on découvre ce qui va advenir de Louisa, de Taous, de Saïd Latem, de Fouzia, tous les personnages qu'on a rencontrés jusqu'à présent. Voilà, on comprend ce qui va leur arriver. On sait enfin ce qui va leur arriver dans la troisième partie. Et puis dans la troisième partie, on découvre aussi quelque chose d'important. On découvre que toutes ces histoires que nous avons lues jusqu'à présent ont été écrites par un vieux messieurs. Qu'est-ce qu'un vieux messieurs? Qu'est-ce que le messieurs? Le messieurs est en fait un cheveu qui a eu accès à l'instruction. C'est un cheveu instruit. Alors ce n'est pas un monsieur, c'est un messieurs. C'est un mot qui a été construit à travers un jeu de mots, un clin d'œil au mot monsieur, puisque monsieur est un titre de respect donc dans la communauté humaine. Mais pourquoi c'est un messieurs et non pas un monsieur? Parce qu'il y a une allusion au mot mèche de cheveux. Et c'est pour ça que c'est un messieurs et non pas un monsieur. Et donc on comprend donc que c'est ce monsieur-là qui sait lire et écrire, qui a raconté l'histoire de ces pauvres cheveux qui autrement sont ignorants. Voilà. Voilà. Et donc il y a, comme vous pouvez le constater, il y a une structure très complexe puisque nous avons une histoire dans une histoire dans une histoire. Il y a le monsieur qui nous raconte l'histoire de Pauvre Cheveux qui à son tour nous raconte l'histoire d'Anzad. Et puis il y a aussi une histoire dans le sens, comme je l'ai dit au début, où il y a une histoire capillaire entre guillemets, c'est-à-dire une histoire de cheveux, et il y a aussi une histoire de personnages humains. Voilà. Et donc tout ça se déroule où? Donc je parle un petit peu du cadre spatio-temporel. Ça se déroule donc, il y a 3 endroits en ce qui concerne le cadre spatial. Il y a Femvit, qui est une petite ville, la ville où évolue Taous, Utudert, Louisa, etc. C'est là où la plupart des événements se déroulent. Alors Femvit c'est une ville fictive, bien évidemment, c'est une ville qui n'existe pas, mais on peut comprendre qu'il s'agit d'une petite ville algérienne, et plus précisément kabyle,
Bon, moi, je l'ai imaginé, je l'ai conçu cette ville-là en pensant à ma ville natale qui est Tizi Ouzou, mais ça pourrait être très bien être n'importe quelle ville kabyle. Et puis, il y a aussi une partie des événements se déroule dans la capitale. Alors, elle n'est pas nommée, ce n'est pas Alger, on ne l'appelle pas Alger dans le roman, on l'appelle la capitale dite blanche. Mais bien sûr, là encore, le lecteur algérien du moins peut facilement comprendre que c'est une allusion à Alger, puisque Alger est dite appelée Alger la Blanche communément. Et bon, enfin, une troisième partie des événements se déroule aussi à Paris. Alors Paris, c'est la seule ville réelle. Les autres villes sont la capitale dite blanche et Temvit, comme je viens de dire. C'est juste Temvit. Voilà. Alors, je voudrais dire un petit mot concernant l'originalité de ce roman, parce que si on la compare avec la littérature maghrébine et la littérature algérienne féminine en particulier, je pense qu'il n'est pas difficile de voir quand même qu'il y a une certaine originalité, puisque la littérature féminine en Algérie, les écrivains algériens, je pense à Assel Debal, je pense à Melika Moukaddam, souvent leur écriture est soit autobiographique, soit semi-autobiographique. C'est-à-dire qu'elles s'inspirent beaucoup de leur vécu, de ce qu'elles ont elles-mêmes vécu. C'est des histoires qui leur ont arrivé. Elles parlent de leur jeunesse, elles parlent des difficultés qu'elles ont eues, dans un mode souvent réaliste. Donc c'est une autre caractéristique de cette écriture féminine algérienne, c'est le réalisme. Et puis les thèmes abordés sont souvent les mêmes, donc des questions d'ordre sociétal, l'asservissement de la femme, l'oppression sexuelle, les traditions, les tabous, les amours contrariés, tout ça. Bon, certains de ces thèmes-là sont repris dans mon propre roman, dans le roman des pauvres cheveux, mais bien sûr le tout est rédigé de façon différente. La conception du roman est complètement différente. Le ton, donc, dans cette littérature féminine est souvent grave, sérieux, il y a très peu d'humour, il y a des envolées lyriques, etc. Voilà. Alors que si on lit le roman des pauvres cheveux, on constate que la condition de la femme est présente dans le roman, en particulier à travers le personnage de Taous, dont je vais parler dans quelques instants. Mais le mode n'est pas un mode strictement réaliste. Bon, il y a un petit peu de réalisme puisqu'il y a des questions sociales qui sont traitées, mais il y a aussi beaucoup d'absurde et beaucoup de fantastique, les cheveux qui parlent, un cafard qui parle vers la fin du roman, je n'ai pas eu l'occasion de parler d'évoquer ça, etc. Donc il y a beaucoup, un cheveu qui écrit, voilà. Donc il y a une forte présence d'éléments fantastiques et de l'absurde, etc. Ce qu'on ne retrouve pas traditionnellement dans le roman algérien et dans le roman féminin en particulier. Il y a aussi beaucoup d'humour dans le roman, qui n'est pas aussi une caractéristique prépondérante du roman algérien. On ne rit pas souvent en lisant Assiette de Bâle, on ne voit pas du tout en lisant Assiette de Bâle ou en lisant Ahlam Strani, en lisant Moukaddam, alors que là on rit beaucoup franchement en lisant le roman des pauvres cheveux, parce que déjà il y a plein de situations incongrues, ces cheveux qui parlent, qui décrivent les choses de leur point de vue, voilà. Et donc tout ça, ça donne une certaine originalité au roman, en dehors de l'idée de départ qui est elle-même originale, puisqu'il s'agit de faire parler des cheveux, ce qui, à ma connaissance, n'a pas été fait jusqu'à présent en littérature. C'est-à-dire qu'on fait parler des animaux, bien sûr, ça c'est assez fréquent en littérature, mais les cheveux, à ma connaissance, aucun écrivain n'a jamais fait parler des cheveux jusque-là. Donc, il y a aussi beaucoup d'hybridité linguistique dans le roman. Beaucoup d'hybridité, c'est-à-dire que le roman, bien sûr, est écrit en langue française, mais il y a pas mal de mots en kabyle. Il y a beaucoup de kabyle aussi, de mots insérés tels que, par exemple, Temvit, le nom de la ville Temvit. Irfousouzal, c'est en kabyle. Il y a la région de Temert. Alors, il y a le village au nord qui est Irfousouzal, mais il y a aussi les Tamerti, la région de Temert, qui est donc ici, bien sûr, au niveau du montant, puisque, comme vous le savez tous, Temert veut dire montant. Voilà, donc voilà notre mot kabyle. Quoi d'autre? Ils ne me reviennent pas tous à l'esprit pour le moment, mais il y a pas mal de mots kabyles, effectivement. Anzad, bien oui, je vous remercie, Anzad, effectivement. Voilà. Et ensuite, donc, en plus de ce mélange kabyle-français, il y a aussi une création linguistique, beaucoup de création linguistique. C'est-à-dire que
il y a un aspect ludique. Je me suis un petit peu amusée à créer des termes, je parlais des mots, à inventer des mots qui n'existent pas. Je parlais du mot messieurs tout à l'heure, le mot messieurs qui est monsieur pour les cheveux, si vous voulez. Et puis, par exemple, il y a le mot peau-village. Alors, le mot peau-village, là encore, c'est un mot qui n'existe pas. Alors, qu'est-ce qu'un peau-village? En fait, ce n'est rien d'autre qu'un... Ce n'est rien d'autre qu'un bidonville. Ça n'a rien d'autre qu'un bidonville. Mais pourquoi pauvre village plutôt que bidonville? Parce qu'en fait, il se trouve que le cheveu qui raconte, pauvre cheveu, qui dit tout le temps je ne suis pas très malin, je ne suis pas très intelligent, voilà, qui n'a pas beaucoup de connaissances. Il ne connaît pas le mot plutôt bidonville et il essaye de l'enregistrer. Alors, qu'est-ce qu'il fait pour l'enregistrer, pour s'en souvenir? Il dit la première partie, bidon, c'est un contenant, c'est un récipient. Et la deuxième partie, c'est un endroit où une communauté peut vivre. Donc, il espérait reconstruire le mot bidonville en usant de cette astuce-là. Mais ce qu'il fait, c'est que quand il essaie de se remémorer après, ce qu'il reconstruit, alors, contenant, un récipient, ça doit être un pot, et l'endroit où une communauté peut vivre, ça doit être un village. Et donc, au lieu de reconstruire le mot bidonville, il reconstruit peau-village. Et ça continue tout au long du roman. Au lieu de parler de bidonville, on parle de peau-village. On dit que Fouzia a grandi dans un peau-village. Et il y a donc des termes comme ça qui sont inventés, donc qui ajoutent aussi un autre point, une autre touche d'originalité au roman. Donc, je voudrais parler brièvement des trois personnages féminins principaux dans le roman. Donc, il y a trois personnages féminins principaux. Il y a Taous, il y a Louisa et il y a Fouzia. Donc, alors le personnage de Taous, c'est la femme opprimée. Elle représente la femme opprimée. Donc, qu'est-ce qui lui arrive à cette pauvre Taous? Tout d'abord, donc j'ai dit qu'elle fréquentait ce Outudert, ce garçon raté, fauché, etc., et un peu trop jaloux. Et donc, il est tellement jaloux qu'elles se sont obligées à un certain moment de se voiler, de porter le voile pour atténuer sa jalousie, pour qu'elle trouve grâce à ses yeux. Voilà. Il se trouve que quand elle se met à se négliger, de ne plus prendre soin de son apparence quand elle décide de se voiler, etc., il commence à se lasser d'elle. Il commence à la trouver inintéressante. Elle devient obéissante. Alors, elle devient... Elle devient un petit peu trop obéissante. Elle acquiesce à tout ce qu'il dit. Et donc... elle acquiesce à tout ce qu'il dit, et donc elle devient inintéressante à ses yeux, et il décide de la laisser tomber. Et donc, mais avant qu'il la laisse tomber, il se trouve qu'un jour, ils sont surpris par son frère. Son frère la surprend avec Outudert alors qu'ils sont assis tranquillement loin des regards. Et bien sûr, c'est le scandale. Alors c'est comme ça que notre sainte passe son temps libre, etc. Et elle est maltraitée, ses cheveux sont arrachés, tout passe par les cheveux, encore une fois. Et donc, elle est non seulement maltraitée, mais on décide, il lui lance un ultimatum, soit cet Outudert-là, avec qui on t'a vu, vient demander ta main, soit on te marie de force. Il se trouve que Outudert trouve un bon prétexte pour se débarrasser d'elle. Il lui dit, je ne peux pas me marier à l'instant parce que je n'ai pas de situation, je ne travaille pas, je chôme, etc., je ne peux pas t'épouser. Elle lui dit, c'est pas grave, je travaille, moi, pendant que tu trouves du travail et tout ça. Et il fait mine de se fâcher. Il lui dit, je ne peux pas vivre au crochet d'une femme. Comment ça, tu suggères que je vive au crochet d'une femme? Et le cheveu qui est tout endolori, parce qu'on l'a arraché, parce qu'on l'a martyrisé, il dit, tout endolori que j'étais, je ne pouvais m'empêcher de sourire en pensant aux nouveaux scrupules de ce jeune homme. Alors maintenant il prétend qu'il ne veut pas se faire entretenir par une femme, alors qu'à chaque fois qu'ils sortent ensemble, c'est elle qui se chargeait des frais de chacune de leur sortie, et ça ne l'a jamais dérangé. Maintenant, il a de nouveaux scrupules. Mais en fait, Outudert a trouvé ce prétexte-là juste pour se débarrasser définitivement de Taous. Et donc, quand ils se rendent compte que Outudert ne viendra pas donc demander sa main. Je peux continuer là? Nous avons avoir des liens, est-ce qu'on peut... D'accord. Mais là, vous aurez pu le faire dehors. Donc, d'accord. Donc, quand ils se rendent compte qu'il ne viendra pas, donc
Toudat ne viendra pas demander sa main. Ils tiennent un conseil, il la maltraite encore d'abord, et puis ils tiennent un conseil de famille, et ils décident donc de la marier de force, comme je disais tout à l'heure, à ce faux dévot qui la néglige totalement, qui l'oblige à porter le djilbab, donc le grand foulard noir comme il est appelé dans le roman, et elle est réduite à s'occuper des enfants pendant que lui il fait le joli cœur, comme je le disais tout à l'heure, avec une autre femme. Et donc, à travers le cas de Taous, ce que fait le roman, c'est dénoncer la soumission des femmes, qu'on empêche de s'affirmer et de s'épanouir, voilà. On pointe du doigt donc la tyrannie et la jalousie des hommes dans une société patriarcale, comme nous le démontre le cas d'Outoudat, etc. Mais par contre, je voudrais signaler deux choses. Alors, c'est fait donc de façon différente. Ce que je viens de dénoncer là, à travers le cas d'Outoudat, l'oppression patriarcale, etc., c'est très très commun, c'est très fréquent dans les romans féminins. Par contre, c'est fait de façon complètement différente dans ce roman, parce que j'ai essayé d'éviter les clichés orientalistes, puisque je me sers de l'humour, puisque je raconte tout ça d'un point de vue de cheveux, tout ça rend les choses complètement... Alors que le thème est très fréquent en littérature, mais vu la façon dont c'est traité, vu la façon dont le thème est traité, ça nous décrit la situation d'une façon complètement nouvelle, d'une façon complètement différente. Et puis, le deuxième point que je voudrais signaler, c'est qu'il y a un refus de la victimisation de la femme. C'est-à-dire que c'est vrai que Taous est complètement opprimée et complètement soumise, elle est assez faible de caractère, ne se défend pas beaucoup, mais il y a quand même des femmes fortes et courageuses dans le roman. C'est le cas par exemple de Fouzia. Alors Fouzia, c'est celle qui l'a impliquée dans un trafic de perruques, souvenez-vous. Cette femme-là donc n'est pas une sainte puisqu'elle est impliquée dans un trafic, mais en fait elle a beaucoup de qualité, elle a beaucoup de mérite, parce que c'est une femme qui est née dans un pauvre village, dans un bidonville comme je viens de le dire. Et donc elle commence très défavorisée dans la vie, elle n'est pas avantagée sur le plan physique, elle ne fait pas d'instruction, elle est dans un milieu très très pauvre, mais elle jure de s'en sortir, elle décide de s'en sortir, et de sortir de sa misère, etc. Et même si elle utilise des moyens pas très catholiques pour le faire, elle fait preuve de beaucoup d'ambition, de beaucoup de cran, de beaucoup d'audace, etc. Elle finit effectivement par s'en sortir. Donc en quelque sorte, c'est une femme battante, malgré ses défauts, c'est une femme battante. Et il y a aussi Louisa, dont je parlais tout à l'heure, qui essaie de dénoncer donc le meurtre de Qadaït, son fiancé, quand il est assassiné, quand il déguise le meurtre en suicide. Donc c'est des femmes quand même battantes, courageuses, etc. Je n'ai pas voulu montrer seulement la femme soumise, etc. Puisque la femme, en fait, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle la femme, il y a les femmes. Les femmes sont toutes différentes, il y a des femmes qui sont... Elles ne sont pas obligées d'être toutes des héroïnes. Et c'est ce que ce roman-là nous montre. Donc Taous est loin d'être une héroïne, c'est une femme faible, assez faible de caractère, qui n'a pas beaucoup de courage, qui n'a pas beaucoup d'ambition, mais il y a des femmes, d'autres personnages de femmes dans le roman, qui font montre d'audace, qui font montre de courage, qui sont très fortes de caractère, qui sont déterminées, etc. Et c'est cette pluralité donc de la femme que j'ai voulu montrer dans le roman. Bon, il y aurait encore des choses à dire, mais je pense que je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, merci pour votre exposé. Merci d'avoir écouté attentivement l'exposé de Linda Juiten. Donc, on ouvre le débat. La parole est à vous. Vous êtes en charge de gérer le débat. Madame, we welcome you very, very much. Thank you. I'm happy to be today with us because we need people like you to write about women or to write about anything. Thank you. All of things make you hard and strong because we need that for the future. Thank you very much. Thank you. Azul Villam, vous avez choisi une fiction en l'assimilant à une réalité de l'être le plus composant de la société, et vous avez choisi de l'interpréter dans un milieu kabyle, parce que le milieu kabyle, ça s'entend, et tous les Algériens, même s'ils ne sont pas kabyles, le reconnaissent.
la société kabyle est une société de forte densité, certes, mais où les idées véhiculées à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison sont les plus intransigeantes au niveau de la morale, au niveau de l'intégrité et au niveau du vouloir construire ensemble. Alors, je vais vous poser une petite question, c'est une question de curiosité. J'aimerais savoir comment vous passez du cheveu, qui est un objet, comment passez-vous pour l'esprit de l'être, de la femme ou de l'homme que vous décrivez? Parce qu'il devait y avoir des phases de passage, de l'un, si on peut l'appeler comme ça, à l'autre, qui ne doivent pas être faciles. Vous avez utilisé, certes, la subtilité, mais j'ai envie de connaître plus. Qu'avez-vous utilisé? Et combien avez-vous mis pour écrire ce roman, votre premier roman? Et merci beaucoup. Merci à vous. Je ne sais pas si je réponds tout de suite. Il y a d'autres questions. Oui, j'ai une question. Bon, bonjour, bonsoir. Donc, ma question elle est bien précise. Donc, est-ce que cette histoire de cheveux, ou bien cette fiction, exactement comme il l'a dit M. Griswold, ce n'est pas par hasard une interprétation d'un mode de vie social par... Voilà, c'est pas par hasard, c'est une interprétation sociale. C'est-à-dire que je vais expliquer un mode de vie par ce cheveu. Si c'est vrai, donc, bon, c'est une façon aussi de savoir la morale. Où est la morale? Est-ce que vous pouvez me dire où est la morale de ce roman, de cette histoire? Enfin, je ne sais pas si... Oui, c'est très clair. Donc, je vous remercie pour vos questions. Donc, je vais commencer par le premier monsieur. Donc, d'abord, merci beaucoup pour l'effort de me parler en anglais. J'ai vraiment apprécié. Voilà. Donc, pour revenir à vos questions, d'abord, comment je suis passée du cheveu à la femme? Je parlais de la dimension allégorique tout à l'heure. Donc, le cheveu, j'ai remarqué que dans le cheveu, il y avait une forte dimension allégorique. D'abord, il y a la question des racines. Les cheveux ont des racines, les cheveux ont leurs racines. Et donc, quand on fait attention à ce détail-là, on se dit on peut traiter du thème de l'identité, du thème des racines, en parlant de cheveux. Parce que la racine des cheveux devient un prétexte pour parler des racines humaines, des racines des êtres humains, c'est-à-dire de l'identité des êtres humains. On remarque que un cheveu suscite beaucoup de dégoût, beaucoup de mépris en général. Imaginez que si vous voyez un cheveu, c'est signe de saleté, c'est signe que... Donc, ce dégoût inspiré par les cheveux, ce mépris inspiré par les cheveux, il peut aussi être transposé dans une communauté humaine, puisque dans les relations humaines, il y a effectivement des êtres humains qui regardent les autres avec mépris, qui regardent leurs frères avec mépris, qui les traitent comme étant supérieurs à eux. C'est justement l'attitude que les humains ont envers les cheveux dans ce roman. Les cheveux regardent plutôt les humains regardent les cheveux de haut. Ils regardent les cheveux comme un moins que rien. Un cheveu, c'est un moins que rien pour eux. Voilà. Et il y a dans les communautés humaines des êtres humains qui se considèrent supérieurs à leurs frères, à d'autres êtres humains. Donc il y a beaucoup de détails dans la vie d'un cheveu, entre guillemets, c'est-à-dire quand on prend la peine, c'est vrai qu'on n'accorde pas beaucoup d'attention à un cheveu en général, mais quand on prend la peine de réfléchir un petit peu à ce que subit un cheveu, on peut trouver la matière à transposer ça. Donc, au niveau humain, on peut se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses subies par les cheveux qui sont subies par les êtres humains aussi. Voilà. Et donc, c'est comme ça que je suis passée du cheveu à l'être humain. Voilà, en me servant, en jouant de la dimension allégorique des cheveux. Et combien de temps ça m'a pris ce roman? Alors, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. Parce qu'en fait, je l'avais... c'est une mauvaise habitude que j'avais et dont j'espère être complètement débarrassée. C'est-à-dire que j'écris toujours écrit, j'écris depuis toute petite, depuis 8 ans, 9 ans, etc.
Mais j'écris, après je laisse de côté, des fois je ne termine même pas, je laisse de côté, je me dis, je relis, c'est pas bon, c'est n'importe quoi. Et je mets de côté, et je ne termine pas, etc. Et donc, je suis assez décourageante, c'est-à-dire qu'il y avait découragé, c'est-à-dire qu'il y a un manque de confiance qui n'est pas d'ailleurs n'est pas propre à moi. Il y a beaucoup d'auteurs qui expérimentent ça, surtout en commençant. C'est-à-dire qu'ils commencent, ils écrivent, ils aiment écrire, mais après ils doutent toujours, ils se posent toujours la question, est-ce que ce que j'ai écrit est suffisamment bon ou pas? Et donc c'est ce qui s'est passé avec ce roman-là. Donc je commençais à l'écrire, l'idée m'est venue vers 2005-2006, quelque chose comme ça, je me souviens exactement, et j'ai commencé à travailler, j'ai écrit une quarantaine ou une cinquantaine de pages, même pas la moitié du roman, et après je l'ai abandonné. Je me suis dit, oh, c'est une histoire de cheveux, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, je l'ai laissé. Et je suis partie en Irlande, comme l'a expliqué M. Tiakout. Donc je suis partie travailler sur ma thèse de doctorat. J'ai fait une thèse de doctorat et j'ai publié ma thèse, etc. Et ce n'est qu'une fois que j'en ai fini avec la thèse de doctorat, que j'ai publié mon livre, je me suis dit, attends, peut-être qu'elle n'était pas si inintéressante que ça. Je devrais peut-être la reprendre. Et je l'ai effectivement reprise et relue. Et j'ai décidé donc de continuer, de terminer, d'en faire un roman. Voilà. Donc je l'ai terminé en 2014, quelque chose comme ça, le temps de trouver un éditeur, et de relire, de trouver un éditeur et tout ça. Donc je l'ai fait dans deux parties. Je commençais vers 2006, quelque chose comme ça, et je ne l'ai terminé que relativement récemment, il y a 3 ou 4 ans, mais c'est parce que je l'avais abandonné que je l'avais reprise et retravaillée par la suite. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Pour la deuxième question, est-ce une interprétation sociale? Effectivement, bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure lors de mon exposé. Je disais qu'il y avait beaucoup de thèmes sociétaux qui sont traités, donc la condition de la femme, la corruption des politiciens, l'islamisme religieux, l'islamisme, c'est-à-dire le fanatisme religieux. Voilà, tout ça sont des questions des questions sociales donc qui intéressent la société, mais on traite le roman, bien sûr, de façon parfois indirecte, en parlant de cheveux, voilà, en parlant d'antisémitisme, en parlant de cheveux emprisonnés, en parlant voilà. Mais bien sûr, au-delà de la dimension sociale, il y a aussi une dimension universelle, c'est ce que je disais, il y a aussi une réflexion sur la condition humaine, il y a une réflexion sur le racisme, il y a une réflexion sur le mépris sur le mépris d'autrui, il y a une réflexion sur la marginalisation, ce qu'on appelle les damnés de la terre. C'est une expression de Fanon que je reprends souvent en parlant de ce roman-là, parce que d'ailleurs, lors de mon passage télévisé avec M. Sayar, je parlais des damnés de la terre, j'ai encore repris cette expression, et il m'a dit « ce sont plutôt les damnés de la tête ». Ce sont les damnés de la tête. Et j'ai trouvé que c'était un excellent jeu de mots. Et effectivement, ces damnés de la tête-là sont une allégorie pour les damnés de la terre, c'est-à-dire pour les autres humains qui souffrent un petit peu par le monde. Donc il y a une dimension sociétale, c'est-à-dire le roman traite de problèmes de société, mais il y a aussi une dimension plus universelle, plus large encore, qui est une réflexion sur la condition, plus philosophique, comme disait M. Tiakout, c'est une réflexion sur la condition humaine. Voilà, de façon plus globale. Et puis, vous m'avez posé la question, où est la morale dans ce roman? Chaque fois qu'on me pose cette question, je dis, je ne suis pas une moralisatrice. J'évite au maximum de donner des leçons de morale. Qui suis-je pour donner des leçons les discours moraux? Je suis enseignante et je peux vous garantir, demander à mes étudiants, qu'il est très très rare que je fasse des leçons de morale à mes étudiants. Ce n'est pas, surtout parce que j'enseigne à l'université, qu'ils sont adultes et que je n'ai pas de leçons de morale à leur donner. Je suis là pour communiquer un savoir, voilà, bien sûr, parce que je suis dans la science humaine, tout en véhiculant mon savoir, ma façon de réfléchir transparaît forcément, ma vision du monde transparaît forcément dans ce que je communique, mais je ne donne pas de leçons de morale aux gens, je ne leur dis pas ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils ne doivent pas faire. J'estime que je sais qu'on dit souvent que le rôle de l'écrivain, d'un écrivain, est justement de guider les gens et de leur indiquer ce qu'ils doivent faire, etc. Je ne suis pas d'accord, je peux vous dire tout de suite que je ne suis pas d'accord avec cette vision-là. J'estime qu'il n'est pas mon rôle de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Je ne suis pas un prêcheur. Voilà. Et donc, il n'y a pas spécialement de message moral dans le roman. Le fait qu'il a répondu déjà à la première question, voilà. J'ai imaginé que c'est... Vous avez imaginé la deuxième réponse. Déjà la deuxième. Voilà, c'est ça. Donc d'ailleurs, même mes personnages, d'habitude, dans la littérature moralisante, justement, dans la littérature didactique, il y a souvent, on divise les personnages en bons et en méchants. Il y a les personnages, il y a les bons et les méchants,
l'exemple à suivre et l'exemple à éviter. Et d'ailleurs, en général, les méchants sont punis, entre guillemets, à la fin. Ils ont une fin triste, etc. Ce n'est pas le cas dans ce roman. D'abord, les personnages sont tous plus ou moins complexes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bon et de mauvais. Et par exemple, je disais, Fouzia, c'est une manipulatrice, c'est une trafiquante de perruques et tout ça, donc ce n'est certainement pas un ange, mais en même temps, je lui ai quand même donné quelques qualités. J'ai dit que c'était une battante, qu'elle était courageuse, qu'elle a quand même certaines qualités morales. Alors, elle n'est ni ange ni démon, et c'est le cas par exemple de Louisa qui est assez superficielle, du moins en apparence, qui n'est pas très, comment dire, qui ne fait pas montre de beaucoup de compassion, etc., mais qui, encore une fois, se révèle courageuse, qui se révèle être une battante. Voilà, donc il n'y a pas de personnage absolument bon ou de personnage absolument mauvais. Et la méchante de l'histoire, par exemple, Fouzia, justement la trafiquante, à la fin du roman, elle se marie avec le maire, là, qui était son complice. Elle sort de la misère et une belle carrière de député s'ouvre à l'une et une belle carrière à l'un, pardon, au mari donc, et une belle carrière de femme d'affaires, carrière de femme d'affaires s'ouvre à Fouzia, à la femme, à l'épouse. Donc, au contraire, c'est un roman assez cynique. Les méchants ne sont pas forcément punis à la fin, au contraire, ils pourraient s'en sortir mieux qu'on pourrait l'espérer, etc. Donc, ce n'est pas particulièrement un roman moralisateur. Voilà, merci. Donc, j'ai une petite question. Vous avez évoqué le concept d'absurde. Oui. Donc, j'aimerais bien savoir sous quelle forme ou façon vous avez épousé ou adopté le concept d'absurde dans votre histoire. D'accord. Donc, l'absurde est un terme un peu diversifié, philosophique, ou est-ce qu'il est similaire à l'absurde de Camus ou de Kafka ou oui. l'Ionesco? D'accord. Dans votre livre, le choix, il est lié à la métamorphose de Kafka. Tout à fait. Donc, est-ce que le choix vient à l'inspiration de l'écrivain Kafka ou bien le choix du thème? Comment vous avez été choisi? D'accord. Je réponds? Bon, allez, je vais encore enchaîner dans le même sens. Donc, en écoutant votre exposé, j'ai pu déduire, si ma compréhension est bonne, que vous avez mêlé le réalisme à l'absurde. Donc, justement, j'allais dire quelle était votre source d'inspiration, puisqu'en écoutant votre exposé, ça m'a rappelé tout de suite la métamorphose de Kafka, justement, comme disait notre ami. Est-ce que justement c'est votre source d'inspiration ou c'était une pure coïncidence? D'une part, et je reprends encore la question de notre ami Nadir. Je ne vais pas parler sur la morale, mais sur la finalité, sur le message. Le message que vous voulez faire passer à travers votre roman, hors de celui que vous espérez que le lecteur comprenne. Donc, si ma question est claire. D'accord, j'espère qu'elle est. Je pense qu'elle est claire. Voilà, donc en fait, les trois questions en gros se rejoignent. Les trois questions portent sur la dimension absurde dans le roman et sur l'influence de Kafka. Donc je vais essayer de donner une seule réponse pour les trois questions. Donc effectivement, l'absurde dans ce roman-là n'est pas vraiment différent de l'absurde tel que conçu par Kafka, justement. Et Kafka n'est pas là par hasard. Effectivement, il s'agit de l'une des influences qui sont derrière la conception de ce roman. Il y a beaucoup d'écrivains qui m'ont influencé quand j'ai écrit ce roman. En dehors de Kafka, il y a Anderson, il y a Mark Twain, il y a Gogol, qui est aussi un petit peu dans l'absurde. Je ne sais pas si vous connaissez l'écrivain russe Gogol, qui est aussi un jour, il y a un nez qui tombe dans une baguette, dans le casse-croûte de quelqu'un, un haut dignitaire russe perd son nez, il ne le retrouve pas, et quelques temps plus tard, quelques pages plus tard, on retrouve le nez dans le sandwich d'un autre citoyen. Donc on est complètement dans l'absurde.
Donc, effectivement, les écrivains de l'absurde, Gogol et Kafka, effectivement, ont influencé l'écriture de ce roman. Et Kafka n'est certainement pas par hasard, comme je viens de le dire, et même qu'il y a une allusion quasi explicite à son roman La Métamorphose. Qu'est-ce qui se passe au bout d'un roman? Je parlais tout à l'heure du cafard qui parle. Il y a un cafard qui parle dans le roman, et ce cafard qui parle n'est autre que le personnage de Kafka dans La Métamorphose. Qu'est-ce qui se passe dans La Métamorphose de Kafka? Dans La Métamorphose de Kafka, c'est l'histoire d'un jeune fonctionnaire, d'un jeune agent de commis de voyage, qui un beau jour, commis de voyage qui s'appelle Grégor Samsa, qui un beau jour se réveille pour découvrir qu'il s'est métamorphosé en gros insecte monstrueux. Voilà, et ensuite le pauvre est pourchassé par sa famille, par sa sœur, enfin sa sœur au début elle en prenait soin, mais voilà, par ses parents, etc. Et tout le monde est omnipilé, etc. Et à la fin du roman, on décide de se débarrasser, et il meurt, le pauvre, voilà. Ce que je fais dans le roman, c'est que je reprends ce Grégor Samsa, ce personnage d'insecte, est ressuscité en quelque sorte. Finalement, c'est comme s'il n'était pas mort après qu'on l'ait jeté dehors. Et quand Anzad, l'ami, donc l'un des cheveux, l'ami de Pauvre Cheveux, est jeté d'un vieil appartement, il se retrouve, alors on balaye l'appartement, et il se retrouve avec des tas d'objets usés et insolites, un dé à coudre, voilà, du fil et tout ça. Et entre autres, alors à côté de ces objets-là, il y avait aussi justement ce cafard. Il retrouve et je me suis retrouvée coincée dans ses pattes, entre les pattes de ce cafard-là. Et ensuite, il le retrouve par la suite, ce cafard-là, avec Pauvre Cheveux, et il essaie de leur faire comprendre qu'il n'est autre que c'était un être humain. Il lui dit, je ne suis pas un insecte, je suis un être humain à l'origine. Je m'appelle Grégor Samsa. Et pour ceux qui ont lu Kafka, ils vont tout de suite comprendre l'allusion au roman de Kafka, parce que ce Grégor Samsa, c'est le personnage qui s'est transformé justement en cafard. Et bien sûr, Anzad ne le comprend pas. Ah oui, c'est ça, t'es un être humain, oui, je veux bien te comprendre ça. Il commence à l'attaquer de manière violente, il commence à s'attaquer à lui, etc. Donc les cheveux aussi commencent à faire preuve de violence envers ce pauvre insecte qui d'ailleurs meurt, finit par... Donc je modifie un petit peu l'histoire de Kafka. Selon l'histoire de Kafka, il était déjà mort, à la fin du roman de Kafka, il est mort. Moi je le ressuscite pour le faire tuer par les cheveux, par Anzad et par son ami Pauvre Cheveux, etc. Et c'est là qu'il meurt, c'est sous les maltraitances d'Anzad en particulier que cet insecte-là, le personnage de Kafka, finit par mourir. Donc il y a un aspect ludique là, c'est-à-dire un aspect jeu, un aspect amusant. Je m'amuse à faire ce jeu-là, ce clin d'œil à Kafka modifié à la fin de son roman, mais en même temps c'était un prétexte pour réfléchir à l'universalité du mal. Je parlais tout à l'heure du côté philosophique du roman. L'universalité du mal, c'est-à-dire que finalement, je parlais aussi du fait qu'il n'y a pas de bons et de méchants, il y a un mélange de bonté et de méchanceté en chacun de nous. Et c'est ce que je démontre à travers l'exemple de ces cheveux-là qui font preuve de cruauté envers ce pauvre insecte et qui finissent par le tuer. Parce que les cheveux, à travers tout le roman, sont censés être les victimes. C'est les humains qui sont les méchants dans le roman. Ils traquent ces pauvres cheveux-là, ils les maltraitent et tout ça. Mais même les victimes peuvent faire preuve de méchanceté et s'attaquer à plus faible qu'eux. Et c'est ce qu'elles font quand elles s'attaquent à l'insecte. Et donc, quelqu'un m'a posé la question comment j'utilise l'absurde et tout ça. Et ben, je l'utilise, voilà, je reprends Kafka de façon tout à fait consciente, l'influence est une influence tout à fait consciente, et il y a un jeu intertextuel, c'est-à-dire il y a une allusion au roman de Kafka, pour mettre en exergue le thème de l'universalité du mal, la question de l'universalité du mal. Voilà, c'est comme ça donc que je me sers donc de l'absurde et de Kafka dans le roman. Le message, donc, pour revenir à la question du message, donc il n'y a pas je disais qu'il n'y a pas de moralisation, de tentative de moralisation, de message moral dans le roman. Par contre, il y a une réflexion sur toute la condition humaine, comme je viens de dire. Est-ce qu'il y a une possibilité d'arrêter de mépriser autrui? Est-ce qu'il y a... C'est un roman assez noir en fait, c'est un roman assez pessimiste, parce qu'il constate la présence du mal en chacun de nous. Il n'apporte pas vraiment de solution. C'est comme s'il n'y avait pas vraiment foi en la nature humaine. La nature humaine, il y aura toujours un petit peu de mal dans la nature humaine. Et est-ce que cela se terminera un jour? Le roman ne semble pas le penser. Donc ce n'est pas un roman optimiste. Et c'est pour ça qu'il y a une réflexion plutôt qu'un message. Voilà.
Voilà ce que, voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Madame, merci beaucoup. Et puis, finalement, des fois, c'est assez facile de produire quelque chose. Il y a aussi difficile de l'expliquer. Quand on fait l'analyse, j'imagine que, juste une question, vous avez, vous avez répondu presque à bon champ. Finalement, on verra, parce que par rapport au livre, ça fait que la question surtout qui me tient, s'il n'y avait pas les profs qui m'ont enseigné, surtout la langue anglaise, que j'admire beaucoup, autant vous remercier et vous encourager pour la suite, et quand même il y a une petite question par rapport au terme. C'est-à-dire au moins, est-ce que vous l'aviez vraiment trouvé? Quel mot? Le méchiou. Oui, je l'ai trouvé, je l'ai inventé. Donc, trouver au lieu d'inventer, je préfère parce que je ne suis pas spécialiste. Je ne l'ai pas trouvé parce que si vous dites trouver, ça veut dire qu'il existe quelque part et que je l'ai trouvé. Ah, voilà, donc, moi, il n'existe pas. On n'a pas l'habitude quand même. Ça va quand même alléger de votre partie-là. Voilà. Et aussi, j'ai pas aimé un petit peu le fait que vous avez comparé dès le début. Parce que lorsqu'on s'éteint, bien que ça à travers, je sais pas beaucoup lu, vous avez comparé par rapport au livre. Parce qu'il n'y a pas d'animation, le livre, ça, ils ont d'être comparé, donc on se trouve, parce que même si on dit toujours, là, comparé, vous dites qu'il n'y a pas d'humour, à travers oui autres, de méchants durs, donc. Parce que si on parle. Pardon, qu'est-ce que j'ai censure? Vous avez comparé le. C'est-à-dire. J'ai mentionné cette balle. Voilà, oui, aussi l'animation, ils n'animent pas, ils sont plutôt directs. Ok, terminé d'abord, ensuite je vais répondre. Voilà, je suis un petit peu littéraire, je suis vraiment. Donc, mais si on parle du principe philosophique, on n'en a qu'à vous l'initier, personnellement, parce que c'est un produit. Vous êtes la maman, vous êtes voilà. Mais si on parle du produit, ok, mais aussi bon, pour le mot, je vous félicite parce que j'ai appris un mot. Non, il ne faut pas l'apprendre, parce qu'il n'existe pas. Il ne faut surtout pas s'en servir. Il ne faut pas s'en servir, voilà. Puisque la chevelure naouine est donc l'être humain, je passerai pour la question parce qu'elle l'a posée. Parce que c'est l'être humain qui est là. On parle d'être humain, ce n'est pas d'un extraterrestre. Mais voilà, vous avez comparé, on n'a pas aimé ça. J'ai pas aimé. D'accord, je vais vous répondre. Voilà, merci beaucoup. J'imagine que j'ai dit quelque chose au moment où ça va. Ok, merci beaucoup. Donc, on vous écoutait tout à l'heure. Donc, je me suis dit, c'est toujours les mêmes sujets, les mêmes thèmes qui reviennent dans le théâtre algérien. Il n'y a rien de nouveau. Mais après, je me suis dit, vous cherchez des cheveux enracinés ou déracinés. Parce que plutôt l'absurde, c'est fatal, beaucoup plus c'est fataliste. Ce qui se passe à ces cheveux. Oui, oui, d'accord. Vous cherchez des cheveux enracinés ou déracinés. D'accord. Ces cheveux qui quittent l'Algérie, le village, vers la France, qui deviennent des immigrés. C'est à peu près le même cas qu'on voit maintenant. Ensuite, il y a une quête d'identité. C'est pour ça que je me suis ennuyé depuis tout à l'heure. Une quête d'identité, c'est les mêmes têtes des écrivains algériens. Ça se voit que vous n'avez pas lu le roman, monsieur. Si vous avez lu le roman, vous ne vous ennuierez pas. Ça, je vous le garantis. Je l'ai mais en vous écoutant, j'ai bien précisé qu'en vous écoutant. C'est toujours les mêmes thèmes qui reviennent, cette quête d'identité. Mais après, je me suis dit, non, il y a quelque chose de nouveau. Ah, quand même. Voilà, ça va. Ces cheveux, vous voulez qu'ils soient enracinés en termes simples. Là, vous m'excusez, enracinés ou déracinés. Et les deux, c'est des cas fatalistes. C'est tout ce que j'ai compris. D'accord. Je réponds ? D'accord. Donc, je réponds d'abord au monsieur qui m'a reproché d'avoir fait une comparaison. Je crois que je me suis mal exprimée, je me suis mal fait comprendre. Parce que le but n'était pas... Loin de moi la prétention de dire que je suis supérieure à Djebal, je suis quand même assez... Je suis suffisamment... C'était pas du tout ce que je voulais dire, bien évidemment. Je voulais dire que c'était un roman différent, que vous l'acceptez. Vous n'avez pas lu le roman, mais si vous lisiez le roman, excusez-moi, mais si vous lisez le roman, vous verrez qu'il est différent. Je ne suis pas en train de faire... Je suis en train de faire un constat, tout simplement. Après, le roman réaliste, ou un roman n'a pas besoin d'humour pour qu'il soit un grand roman. Il y a beaucoup de grands romans où il n'y a pas d'humour. Il y a aussi de grands romans réalistes. Donc, ce qui détermine le talent littéraire n'est pas déterminé par le degré d'humour qu'il y a ou le degré de présence ou d'absence d'humour. Comme d'ailleurs, il n'est pas défini par le courant idéologique de l'auteur. C'est-à-dire qu'on peut être conservateur et écrire un chef-d'œuvre, et comme on peut être un rebelle et un anticonformiste et écrire un chef-d'œuvre aussi. Voilà. Donc c'est pas une science exacte. Et mon but n'était certainement pas
de diminuer ou de critiquer ces auteurs féminines-là. Mais effectivement, cet écrivain-là, ce roman-là, ne ressemble pas au roman de Muqaddam, ne ressemble pas au roman de Djabal, etc. Et c'est un fait. C'est juste un fait. Voilà, il ne ressemble pas, c'est tout ce que je voulais dire, bien sûr. Je n'avais pas la prétention de dire que voilà, ce roman-là. Voilà, mais justement, je voudrais renchérir sur ce que disait le monsieur qui dit qu'il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau, etc. Je ne sais plus quel auteur, excusez-moi, je ne me souviens pas du nom de l'auteur. Quelqu'un a dit, il y a un auteur qui a dit, il n'y a effectivement rien. Nous sommes au 21e siècle. Et la littérature existe depuis 21 siècles, justement. Toutes les histoires ont été racontées. Il n'y a effectivement plus rien à dire. C'est un fait. Parler de fatalité, il n'y a pas de nouveaux thèmes. Et surtout quand on parle de conditions humaines. Les thèmes qui concernent l'humanité sont toujours les mêmes. C'est l'amour, c'est la haine, c'est la mort, c'est le mépris. C'est ça la condition humaine. C'est toujours les mêmes thèmes. Donc l'originalité, l'intérêt d'un roman ou d'un écrivain n'est pas forcément de trouver un nouveau thème. Mais de trouver la façon, c'est dans l'art de raconter. C'est dans le style et dans la façon, dans la structure narrative. Il faut trouver une façon de rendre le roman intéressant. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est-à-dire que les thèmes, effectivement, le thème de l'identité, c'est vrai, je suis algérienne, je suis kabyle, le thème de l'identité m'interpelle. Je ne peux pas faire comme il existait. La condition féminine m'interpelle. Ce n'est pas parce que d'autres en ont traité qu'il va cesser de m'interpeller. Il m'interpelle les gens qui en traitent. Mais pour ne pas répéter ce que les gens ont dit, je trouve une nouvelle façon de traiter le même thème. Et c'est ce que j'essaie de faire dans le roman. Voilà justement. Et donc la question de la comparaison, j'ai répondu. Donc votre question concernant le déraciné, bien sûr qu'il s'agit de cheveux déracinés. Bien sûr, c'est des cheveux qui tous partent de leur village natal. Vos cheveux partent quittent Erfurt quand ils tombent dans la soupe. Et ils sont tous pratiquement forcés à l'exil, pour une raison ou une autre. Et ça aussi, c'est une question qui nous rappelle quelque chose en Algérie. Beaucoup de jeunes sont obligés de partir pour une raison ou une autre. Parce qu'ils sont opprimés, ou parce qu'ils n'ont pas de travail, ou parce que, pour une raison ou pour une autre. Il y a un monsieur qui se retrouve dans un cheveu qui se retrouve dans une chaussure, et un cheveu qui tombe dans la soupe, etc. Donc, effectivement, c'est des choses. Et après, s'ensuit une quête de soi, etc., une évolution. Il y a aussi une sorte d'évolution. Ils évoluent, ils changent un petit peu au contact de la culture parisienne, etc., quand ils se retrouvent dans ce magasin type, qui est un milieu nouveau, complètement nouveau pour eux. Et donc, la question de la personnalité qui continue à se construire au gré des épreuves, c'est quelque chose qui continue justement. Et c'est une suite, c'est un enchaînement après le déracinement de ces cheveux-là. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Et pour le monsieur parce que je peux l'utiliser, du moment que vous l'avez utilisé. Faut payer les droits d'auteur, par contre. Faut payer les droits d'auteur, voilà. Et finalement, j'allais dire, justement, excusez, est-ce que la langue anglaise vous a aidé justement pour la performance? Je ne sais pas si la langue anglaise m'a aidé, mais en tout cas, les auteurs anglophones, je parle à Mark Twain en particulier, je pense à Mark Twain en particulier, c'est un écrivain américain qui m'a certainement influencé, et c'est une influence consciente là encore. Mark Twain a un roman qui s'intitule Les aventures de Huckleberry Finn. Peut-être que le nom de l'auteur ne vous dit rien, mais si je vous dis Tom Sawyer, les aventures de Tom Sawyer et les aventures de Huckleberry Finn, ça vous dit peut-être que, parce qu'on l'a vu en dessin animé, étant déjà tout petit, etc. Ensuite, en étudiant la littérature anglophone, j'ai eu l'occasion de lire le roman. Et là aussi, c'est un roman très intéressant parce que, je vous disais qu'on le voyait en dessin animé, donc en apparence, c'est une histoire pour enfants, c'était un petit roman pour enfants, mais en fait, c'est un roman qui en dit beaucoup plus qu'il n'y paraît. C'est un roman lui aussi, qui est une critique, une dénonciation de certains aspects de la société américaine de l'époque, et c'est aussi une réflexion sur la condition humaine. Et donc, c'est très similaire au roman. Là aussi, c'est un roman en apparence ludique, léger, etc., qui fait rire, etc., mais qui en dit beaucoup plus qu'il n'y paraît. Le personnage Huckleberry Finn, c'est un jeune adolescent qui ne va pas à l'école, qui n'a jamais été à l'école, qui n'est pas instruit, qui ne se prend pas au sérieux, qui ne pense qu'il n'est pas malin. Et là aussi, pauvre cheveu, le pauvre cheveu, c'est un pauvre cheveu méprisé, marginalisé, qui lui aussi ne se prend pas au sérieux et ne se croit pas malin, très malin. Mais au final, les deux disent des choses très intéressantes, beaucoup plus intéressantes, qui ne se rendent compte eux-mêmes, etc., qui arrivent parfois même à des réflexions profondes, réflexions philosophiques profondes, etc. Donc, le roman Mark Twain en particulier, il y a aussi Amos Tutuola, qui est un écrivain africain, nigérian aussi, qui est un petit peu dans un mélange de réalisme et d'absurde, etc. John Steinbeck m'a pas spécialement fait. Il est beaucoup plus dans le. C'est un écrivain moderniste, mais qui
marxiste, qui écrit dans un style assez réaliste, qui n'est pas tout à fait mon... La révolte sociale. Voilà, la révolte sociale, mais le mode d'écriture est différent. Le mode d'écriture est complètement différent. Voilà, donc la littérature anglo-saxonne m'a influé, pas anglophone, parce qu'il y a aussi la littérature africaine. La littérature anglophone m'a certainement influencé. Voilà. Madame, bonne installation. Merci. Moi, je voudrais commencer par dire d'abord que toute création nouvelle est bienvenue. Merci. Particulièrement si ça sort des sentiers battus. Maintenant, la chose qui est créée, souvent les gens ne voient pas tout de suite à quoi elle répond. Ce qui est bien dans les écrits fantastiques, c'est que chacun peut réécrire le roman à sa façon. C'est très enrichissant. Deuxièmement, nous sommes dans une situation très difficile. Cette semaine, par exemple, nous avons eu un crash d'avion, très malheureux, mes condoléances à toute la famille, à toutes les familles. Hier, à Constantine, pour un match, il y avait un désastre, mentalement parlant. Donc souvent, dans la vie quotidienne, nous parlons que de choses qui nous font mal. Les gens les ont racontées de façon claire, plate. Ça nous fait encore mal. Par contre, quand c'est dit de façon fantastique, ça nous fait réfléchir. Ça nous fait réfléchir profondément à ces choses, sur le pourquoi. C'est très important parce que je dis, chacun peut réécrire de 10 façons différentes le livre qu'il a lu. Que c'est fantastique. C'est pas vrai, il n'est pas tenu, il n'est pas rigide. C'est comme vous lui tendez un fil et il se met à le dérouler de façon à sa vitesse. Et donc, j'aimerais suggérer à nos amis du café littéraire que pour les prochaines fois, il faut essayer d'avoir le livre avant la présentation de l'auteur. Si on l'avait lu avant, non seulement que des petits accrochages auraient été évités, mais en plus on aurait parlé davantage en connaissance de cause. Et je serais très heureux qu'après avoir lu ce livre par beaucoup de nos camarades, que vous reveniez et qu'on le rediscute. On n'aura aucune question. Pardon, je n'ai pas saisi sa remarque. Donc, maintenant, le premier roman qui a été écrit par Apuley, est-ce que c'était un roman linéaire? Non, il n'était pas un roman linéaire. Pourquoi? Est-ce que nos contes qu'on nous lisait, qu'on nous racontait quand on était petit, est-ce qu'on les a oubliés? Non, mais on a oublié beaucoup de livres de grands auteurs. La différence, où est-elle? Pourquoi certaines choses, ce n'est pas parce qu'on était petit, ce n'est pas parce que c'est ma grand-mère qui me l'a raconté que je ne les ai pas oubliés. C'est tout le travail imaginaire dans ma tête qui s'en est suivi. Donc, le plus important dans une situation comme la nôtre, c'est reparler des mêmes choses, mais avec humour, dédramatiser les choses. Et c'est ça qui nous libère et nous permet de réfléchir et peut-être de trouver la solution. Et là, je réponds à quelqu'un qui parlait, qui demandait quelle est la morale. Un romancier n'est pas là à présenter des solutions. Un romancier est là pour nous aider à prendre conscience de certaines choses, à constater, à réfléchir, et c'est ensuite à nous et à nous, si on avait des politiciens, c'est de proposer les vraies solutions et à débattre.
Un romancier, c'est pour débattre. Un roman, c'est pour débattre, pour apprendre aux gens à réfléchir. C'est pas pour apprendre, c'est pour aider. Ça fait partie de la réflexion. Pas des propositions politiques directes, ni sociales. Donc, j'espère qu'on le lise, ce livre, et qu'à chaque fois, avant qu'il y ait une présentation, qu'on lise le livre et qu'on débatte en connaissance de cause. Je vous remercie. Alors, je n'ai pas encore lu votre bienvenue. Je n'ai pas encore lu votre livre, donc vous m'excusez davantage si je me trompe sur ce que je vais dire. Donc, par rapport à ce que vous avez évoqué, j'ai compris que votre ouvrage s'agit d'une satire. Oui. Donc, j'aimerais bien, et je voudrais bien connaître l'aspect littéraire de cette dernière. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions? Je vais répondre. Je une question. D'accord. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire au monsieur parce que, en fait, je suis d'accord sur pratiquement tout ce qu'il a dit. Voilà, effectivement, je disais tout à l'heure, mon rôle n'est pas d'émettre des messages moraux, voilà, n'est pas, ensuite l'écrivain n'est pas un technocrate, ce n'est pas un administrateur pour trouver des solutions. Donc c'est pour ça que quand M. Tiakout m'a posé la question, j'ai dit c'est plus une réflexion qu'un message, il s'agit plus de réflexion. Et donc on est complètement d'accord là-dessus. Je suis d'accord aussi sur le fait que on est amené à réfléchir compte des problèmes auxquels qui nous sont familiers, nous sont décrits de manière inhabituelle. Il faut qu'il y ait un processus de défamiliarisation. C'est-à-dire que les problèmes qui sont les nôtres, on y est tellement habitué qu'on ne les voit pas forcément. Ça y est, ils font partie de nos quotidiens. Mais quand on les raconte, c'est un peu ce qui se passe dans certains écrits du XVIIIe siècle. Si vous lisez Voltaire, Candide par exemple, ou Swift, ou Montesquieu, les lettres persanes, etc. On amène souvent, soit quelqu'un qui voyage dans un pays étranger et qui décrit ces pays-là avec un regard neuf, avec des yeux neufs, ou au contraire ce sont des étrangers, comme dans les lettres persanes, c'est des personnes qui se déplacent en France et qui décrivent avec des yeux nouveaux. Donc, parce que quand on voit avec des yeux nouveaux, les choses qui nous échappaient, qu'on prenait comme allant de soi, on se rend compte de la gravité de ces problèmes-là, de cette situation, et ça nous amène à réfléchir effectivement. Et le fait de raconter des problèmes humains, une condition humaine à travers des cheveux, c'est ce que nous permet d'obtenir ce résultat-là. C'est un processus de défamiliarisation qui se crée. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur. Et ça me permet d'enchaîner avec la deuxième question. L'aspect littéraire, c'est justement ça. Parce qu'il y a un courant en littérature qu'on appelle critique, qu'on appelle les formalistes russes. Excusez-moi, je ne suis pas venue pour parler de ça aujourd'hui, mais je suis enseignante de théorie de la littérature, entre autres. Donc, il y a des théoriciens, les formalistes russes considèrent que ce qui donne à une œuvre littéraire sa littérarité, c'est-à-dire ce qui fait qu'une œuvre littéraire est littéraire, et une certaine œuvre est vraiment littéraire, c'est qu'elle rend possible un processus de défamiliarisation. C'est ce que je disais justement, monsieur. C'est-à-dire qu'elle ne raconte pas, par exemple, la poésie. Si vous prenez la poésie, ce n'est pas... Si on dit les choses qu'on le dit tous les jours, ce n'est plus de la poésie. Il faut qu'il y ait des métaphores, il faut qu'on dise les choses de façon inhabituelle, que ce soit de la littérature, parce que ça soit un peu... Et justement, ce roman-là, comme je viens de le dire, raconte les choses de façon inhabituelle. Et c'est là que réside justement son aspect littéraire. Parce que vous m'avez dit où est l'aspect littéraire là-dedans, et donc voilà. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je me présente, je suis M. Zerari, président de l'association culturelle Isabelle Eberhardt de Béjaïa. Donc, je connais un peu Mme Chouiten par des échanges sur le Facebook. C'est la première fois que j'ai l'occasion de la rencontrer. Et donc, c'est un plaisir.
Je suis venu spécialement de Bougie un petit peu pour ça, parce que c'est pour rencontrer Mme Chouitaine et en même temps parler de son roman. J'ai eu l'occasion de vous écouter sur Canal Algérie, avec M. Bessar, c'est ça? Monsieur Sayah. Monsieur Sayah, voilà. Donc j'ai suivi toute l'interview. Moi j'aurais 2 petites questions à vous poser, puis après on pourra discuter en aparté après la réunion sur Isabelle Eberhardt, ou 5 minutes. Moi j'aurais deux petites questions à vous poser. D'abord sur votre ouvrage, le roman de Pauvre Cheveux, que je vais acheter bien sûr, que je lirai avec plaisir. C'est juste dans le titre. Vous dites le roman de pauvre avec un accent cheveux. Oui. Pourquoi avoir utilisé ce mot pauvre et non pauvre? Nous on comprend que c'est des pauvres cheveux, mais est-ce qu'on se trompe ou pas? Parce que le mot pauvre n'existe pas aussi dans la langue française. Voilà. Et la deuxième question, ça rapporte, bien sûr, je ne peux pas éviter cela avec Isabelle Eberhardt. Donc, je rappelle, je suis président de l'association. Donc, quand vous avez écrit un ouvrage sur Isabelle Eberhardt en anglais, qui est Isabelle Eberhardt and the North Africa, c'est ça? Un North Africa. Je voulais vous poser la question, est-ce que cet ouvrage-là est un essai? Oui. Est-ce que c'est un roman? Est-ce que c'est une fiction? Ou est-ce que c'est une biographie? Ou alors, voilà, exactement, parce que je n'ai pas eu l'occasion de le lire. Et on ne trouve pas grand-chose sur le net concernant votre ouvrage. Et on ne le trouve pas aussi disponible. Il n'a pas été, comme vous le savez, il n'a pas été publié en Algérie. Voilà, il n'a pas été publié en Algérie. Nous, quand je vous ai fait part, on se fera un plaisir de le publier si vous voulez, si on arrive à... On en a discuté un petit peu. Voilà. Je remercie aussi, avant de terminer, les responsables du café littéraire. Je ne sais pas qui a discuté avec moi au niveau de la bibliothèque lors du festival Lire en Fête. Il y a un des membres du café littéraire qui m'a abordé en me disant qu'il serait intéressé que je fasse une conférence. J'avais répondu positivement parce que je fais des conférences un peu partout. Je ne vois pas pourquoi j'en ferais pas ici dans ce lieu de culture pour parler d'Isabelle Eberhardt. Donc je pense que la personne concernée n'est pas ici dans cette salle, mais il y a d'autres responsables. Vous savez que je peux vous laisser tous nos coordonnées. Nous faisons des conférences sur ce personnage, Isabelle Eberhardt, qui est un monument de culture, que normalement tout le monde doit connaître. Et si vraiment ça devrait se passer dans cette salle-là, je profite de l'occasion pour inviter tout le monde à venir. Parce que vous allez découvrir qui est Isabelle Eberhardt et vous allez savoir qui est ce personnage. Et il y aura même une projection, il y aura des ventes aussi de livres dédicacés que notre association a réédité. Nous avons réédité 6 livres. Donc vous pourrez même acheter ces livres à très bas prix et prendre connaissance de cet auteur et lire Isabelle Eberhardt. Je vous remercie. Ne parle pas tout de suite, mais appelez la conférence. On va se parler. Donc, concernant votre invitation, il ne nous a pas été fait part de cela, mais nous tenons à vous programmer justement, parce que nous avons un programme un peu chargé d'ici le début juin, c'est possible. Je suis disponible jusqu'au 31 décembre. C'est un peu, ça sera à partir du 10 juin qui est là. Donc, je vais essayer d'être brève et concise. Je commence par la première question. Alors, votre formation académique vous a-t-elle permis d'éviter de tomber dans certains stéréotypes repris jusqu'ici par certains auteurs? Ma deuxième question est la suivante. Le cheveu s'inscrit-il dans une dimension purement féminine ou bien masculine? Là, je fais référence au poil. D'accord. Ok. Dans votre roman, ma troisième question est la suivante. La part de l'interdiscursivité. Vous avez parlé tout à l'heure de l'intertextualité dans votre roman. Vous a-t-elle permis de vous inscrire dans l'universalité? Merci. Donc je vais essayer de répondre aux 4 questions qui m'ont été répondues. Alors, donc d'abord, M. Zerari, je suis contente de vous voir, d'avoir l'occasion de vous voir pour la première fois. Merci. Alors, d'abord, votre question concernant Pauvre Cheveux, le titre Pauvre Cheveux. Alors, effectivement, vous avez bien compris, c'est bien le roman des pauvres cheveux normalement. Alors pourquoi pauvres cheveux plutôt que pauvres cheveux? Tout simplement parce que pauvre, c'est la façon familière, c'est le langage parlé, c'est le langage familier, etc. Et pourquoi j'ai opté pour le langage parlé? Parce que, je disais tout à l'heure, le personnage principal, le narrateur principal qui est pauvre cheveux, ne sait pas lire et écrire, n'est pas censé maîtriser la langue française. Il dit, comme je le disais tout à l'heure, il dit souvent qu'il n'est pas très malin, etc. Donc c'est pas que...
Et d'ailleurs, tout le roman, comme ça, la première phrase du roman, ce n'est pas c'est je ne sais pas écrire. Donc d'abord, il nous prévient tout de suite, il nous avertit tout de suite qu'il ne sait pas écrire. Et deuxièmement, ce n'est pas je ne sais pas écrire, c'est je ne sais pas écrire. C'est-à-dire que le nœud de la négation a été supprimé, c'est ce qui est une façon pas très correcte de parler le français. Et pratiquement, tous les passages qui sont racontés par Pauvre Cheveux sont écrits de cette façon-là. C'est-à-dire qu'un français un petit peu chamboulé, un petit peu pas très grammaticalement correct, parce que le personnage lui-même n'est pas censé savoir s'exprimer très correctement en français. Et le titre, le roman des Pauvres Cheveux, ne fait que refléter justement l'idée qui est voilà, le style du livre, tout à fait. Et donc concernant Isabelle Eberhard, alors ce n'est pas une biographie, ce n'est pas, qu'est-ce que vous avez dit une biographie, une fiction, un essai. Ce n'est pas une fiction, ce n'est pas une biographie, c'est une étude critique. C'est une étude critique, alors justement la plupart de ce que nous avons sur Isabelle Eberhard sont des biographies. Je dis souvent, les critiques ont tendance à mettre l'accent davantage sur sa vie que sur son œuvre. Voilà, exactement, sur sa vie, sur son œuvre. C'est-à-dire qu'on considère que c'est un écrivain mineur et que surtout sa vie, c'est vrai que sa vie est très passionnante. Sa vie est très... C'est quelqu'un qui est mort très très jeune d'abord, emporté par la crue de la rivière Aïn Sifra. Donc elle est morte à 27 ans, elle a vécu une vie très intense, très, très non conformiste. Elle a épousé un arabe, entre guillemets, à l'époque. Elle se déguisait en homme, elle se faisait appeler Mahmoud Sadi. C'est vrai que c'est une vie vraiment passionnante. Mais moi, ce que j'essaie de mettre en exergue dans mon livre, c'est son œuvre littéraire. C'est une femme qui a toujours aspiré à avoir un nom en littérature. Et je pense que c'est de la dénigrer que de ne mettre l'accent que sur sa biographie, que sur sa vie. Donc moi, j'ai voulu rendre hommage de façon indirecte à Eberhard l'auteur, à Eberhard l'écrivain. Et donc j'ai étudié, mais vraiment j'ai décortiqué ses ouvrages littéraires, sa fiction, c'est-à-dire ses nouvelles, comment dire, le journal, son journal de voyage, voilà, Sud-Oranais et tout ça, etc. Et donc en essayant de dévoiler, de révéler comment dire, la vision du monde eberhardienne, sa façon de voir le monde. Et donc, je le fais, en fait, ce que je vais vous dire ne va probablement pas vous plaire parce que j'essaie de briser le mythe Eberhard. Eberhard, en général, on dit toujours que c'était une femme réfractaire au pouvoir, c'était une anticonformiste, elle était tout le contraire d'une conservatrice, etc. Et moi, justement, je mets l'accent sur deux aspects, justement, qui démontrent le mythe Eberhard, c'est-à-dire que je mets l'accent sur sa quête du pouvoir, déjà pour commencer, et sur son côté conservateur. C'est-à-dire que quand même, elle avait des idées racialistes, elle était influencée par l'ordre patriarcal. Je montre tout ça, je démontre tout ça dans mon livre. Donc je révèle une facette plus conservatrice et moins anticonformiste d'Eberhard, et surtout en mettant l'accent sur sa quête du pouvoir. C'est la thèse principale du livre. Voilà, donc voilà ce que je fais un petit peu dans le livre. C'est pour ça que nous avons besoin de votre livre. Ça sera avec plaisir, mais pour traduire de l'anglais, etc., c'est pas évident non plus, c'est pas facile. Nous avons besoin du livre pour traduire. Il y a des on va en discuter, voilà. Donc pour les autres questions, les questions de Soraya, donc je la connais puisqu'on a fait le trajet ensemble. Voilà, donc effectivement, je crois il est très possible. Bon, je suis toujours quelqu'un qui a... J'ai toujours détesté les stéréotypes en fait. Pas parce que je suis mieux que les autres, parce que les choses qui se répètent tout le temps ont tendance à m'ennuyer, ont tendance à m'agacer. Déjà, rien que parce que tout le monde dit ça, j'ai envie de dire le contraire, rien que par esprit de contradiction. Donc déjà, avant de faire mes études de littérature, etc., j'avais tendance à ne pas trop aimer les stéréotypes et les idées toutes faites, etc. Mais effectivement, je crois que ma formation littéraire, ma formation universitaire, académique, comme vous dites, m'a effectivement beaucoup aidé, je crois, à remettre en question certains stéréotypes qui persistaient en moi, parce qu'il y a quand même une certaine éducation, un certain cheminement qui fait que nous ne nous débarrassons pas facilement de ce qu'on nous a appris, voilà. Mais bien sûr, l'enseignement académique nous aide à
à nous en débarrasser, ou au moins à essayer de nous en débarrasser. Parce que je ne sais pas, jusqu'à ce jour, est-ce que je suis complètement débarrassée de tous les stéréotypes? Peut-être pas, c'est pas évident. Mais en tout cas, on a fait du chemin. C'est sûr qu'on essaie de faire du chemin. Alors, le cheveu, est-il un cheveu masculin ou un cheveu féminin? C'est ça, c'est à peu près ça. Eh ben, j'humanise le cheveu. J'humanise parce que je les fais parler, ils sont dotés de paroles, ils sont dotés de sentiments, je les humanise. Et donc, en les humanisant, eh ben, je les genre, je ne sais pas si le verbe genrer, voilà, existe. Je les genre, c'est-à-dire qu'il y a des cheveux mâles et des cheveux femelles. Par exemple, vers la fin du roman, alors Anzad, qui est un cheveu mâle, s'attaque, enfin, il se dispute avec un cheveu femelle qui est Frisette la blonde, dont j'ai pas eu l'occasion de parler. C'est un autre personnage capillaire. Et le narrateur dit à un certain moment, on assiste à une humanisation on ne peut plus affligeante du cheveu. Parce que nous avons là un cheveu mâle qui essaie d'agresser un cheveu femelle, qui est typiquement humain. C'est-à-dire que nous avons, il est très habituel de voir ce genre de situation dans un contexte humain. Donc effectivement, il y a une humanisation du cheveu qui fait que nous avons aussi une féminisation de certains cheveux, une masculinisation de certains autres cheveux. Voilà. Quant à l'intertextualité, est-ce qu'elle me donne une dimension universelle? Ben, c'était là ma modeste aspiration, effectivement, parce que quand on entre dans un dialogue, quand on s'amuse, quand on ose, comment dire, se mettre en jeu, se mettre en jeu avec un roman d'un géant comme Kafka, etc. Où il y a aussi une allusion à Hardy, que je n'ai pas eu, à Thomas Hardy, un écrivain britannique du 19e, etc. Et aussi, vu la thématique, les aspirations philosophiques aussi du roman, je pense qu'il y a une certaine... on peut légitimement aspirer à une certaine universalité, effectivement. Voilà, merci. Okay. C'est bon, il y a d'autres questions, s'il vous plaît? C'est bon? Sinon, on va passer pour la vente dans les dédicaces. Merci beaucoup. Merci.